Merci Monsieur Moreno, merci pour cette passion d'innovation. Je pense que vous avez pu nous transmettre et nous partager pendant cette présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Alors, je vais commencer. Sébastien Tragnard, CHU d'Angers. Merci beaucoup pour votre exposé vraiment passionné, effectivement, qui passe un peu rapidement les aspects tension sociale, blackout. Vous êtes surtout polarisé, et c'est normal. Sur les aspects les plus positifs de cette mégalopolisation, moi j'avais quand même une vision, en voyant votre diapositive, j'y ai pensé quand vous en avez parlé un moment. Vous avez montré Tom Cruise, pardon. Tom Cruise, donc, dans le film de Spielberg, Minority Report, avec cette image, je pensais que c'était un roman de Philippe K. Dick, un grand auteur de science-fiction qui était très très dans l'anticipation et qui n'a pas forcément dans tous ses romans prévu une fin heureuse pour les civilisations. Donc je vais me permettre d'avoir peut-être une approche un peu plus pessimiste que celle que vous avez développée, avec un parallèle aussi qui m'a frappé. Vous avez évoqué les qualités de la ville en évoquant différents aspects, et notamment l'aspect résilience. Et je me souviens que Ernest Renan, dans sa définition de la nation, dit que la nation, c'est du vouloir vivre ensemble. Et je crois qu'à un moment, il dit c'est aussi oublier aussi, c'est vouloir construire des choses ensemble, c'est vouloir, au-delà de l'appartenance religieuse et l'appartenance ethnique, construire ensemble quelque chose, mais aussi oublier des choses, oublier ce qui nous a déchirés, oublier qu'on s'est tapé dessus quelques décennies auparavant. Et j'ai l'impression, dans ce que vous nous présentez, qu'on est en train de passer de l'État-nation à la ville-nation, parce que c'est là qu'effectivement on va concentrer la plus grande partie de l'humanité. Il va plus y avoir grand monde sur le plateau du Larzac et tout le monde sera plutôt dans les grandes villes. Et j'aimerais savoir comment vous vivez cet impact sur un peu géopolitique, ce basculement est-sud que vous évoquez. Vous prenez des aspects plus positifs, Medellín qui devient un peu plus pacifié, mais au final, si on assiste à l'émergence de villes-nations, est-ce qu'on ne va pas, après si les choses n'évoluent pas favorablement, retrouver les grandes batailles qu'on a pu connaître entre Sparte et Athènes, c'est-à-dire avoir des villes en concurrence entre elles plus que des nations, puisque c'est dans les villes que se résoudront en quelque sorte les appartenances. Écoutez, vos remarques sont toutes extrêmement intéressantes et effectivement, je suis obligé, c'est un overview, je suis obligé parfois de passer un peu vite sur beaucoup de choses où chacune pourrait mériter un sujet à part entière. Hein. Donc je vais prendre vos trois remarques et je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Et la première, on me pose souvent cette question-là. J'ai fait une émission à la télé d'une heure avec 5 journalistes et on m'a posé la question, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Et moi j'ai dit non, moi je me pose un scientifique, mais également un acteur engagé. Mais je ne me situe pas, je dirais, d'un côté optimiste pessimiste, j'essaye d'être très factuel sur cette problématique d'évolution des villes, c'est-à-dire à partir des études des terrains, également scientifiques et de son devenir. Donc je ne pourrais pas dire que cette vision de la ville est optimiste, comme je ne pourrais pas dire qu'elle est pessimiste. Je constate un certain nombre de choses. Mais également, je l'ai dit, et je l'ai écrit il n'y a pas longtemps, et je ne me situe pas dans une version utopique de la ville, et je dirais, je mets en garde par rapport aux visions technocentriques, où la ville est vue comme quelque chose qui sera toujours meilleur en quelque sorte pour l'homme. Je mets en garde par rapport à un terme que j'aime beaucoup, qui est la dystopie, qu'on trouve donc dans la littérature, Les meilleurs des mondes de Huxley, 1984, voilà. Donc, et j'ai dit, et les développements des villes, donc il est toujours au fil du rasoir entre l'utopie et la dystopie. Donc la dystopie, c'est vraiment, on voulait quelque chose de superbe, mais ça vient en cauchemar. Voilà. Mais c'est au fil du rasoir. Et j'ai dit, ce fil du rasoir, il est dicté, en fait, par notre capacité à être
visionnaire vers où le monde se déroule et bouge, mais en même temps de capacité à être adaptatif à un instant T. Donc quand j'ai parlé de Medellín, j'aurais pu parler de l'horreur de Bogota, par exemple, parce que ce sont deux villes qui sont à 200 km l'une de l'autre. Et, voilà. Et donc la différence entre les deux, c'est qu'il y a une équipe qui a pris la ville de Medellín avec une vraie vision, qui dépasse un mandat électoral. Voilà, ce n'est pas 3 ans, ce n'est pas 4 ans, ce n'est pas 5 ans. C'est de faire un lieu de vie, un ingrédient des hommes et des femmes qui travaillent sur un projet de vie. Voilà. Et ça change complètement. Et je peux prendre l'exemple de Pékin, où les mandats électoraux, ça n'existe pas, donc ça vit de manière indécente. Voilà. Donc, je dirais... Est-ce que ça signifie que Pékin, c'est l'horreur partout? C'est très difficile. J'ai visité des lieux extrêmement créatifs à Pékin, donc notamment des artistes et autres, des universitaires. Voilà. Donc, moi, je pense que ça m'amène à votre deuxième question, c'est-à-dire que pour moi, c'est pas une question d'être optimiste ou pessimiste, c'est une tendance irréversible de l'humanité. L'urbanisation autour des grandes mégalopoles, 10% de l'humanité habite aujourd'hui donc dans 35 mégalopoles, 10%, et ça augmente. Donc, qu'on le veuille ou pas, c'est irréversible. Voilà. Donc, face à ça, il faut effectivement se battre pour qu'il y ait une autre vision, une autre gouvernance et une autre capacité, mais dans des contextes qui sont très particuliers. Et je pense que la résilience, c'est pas seulement la capacité d'oublier. Je pense que la résilience, c'est le fait de mieux comprendre toutes les difficultés que nous vivons à l'instant T pour vivre autrement et mieux vivre ensemble. Donc, moi, je pense que la concurrence entre les villes, entre Sparte et Athènes, elle est déjà en place. C'est déjà en cours. Aujourd'hui, c'est une nouvelle situation que nous vivons. Donc, la guerre économique qui sévit entre les villes, elle est une réalité. Donc, je disais Paris-Nice, Paris-Toulouse. Elle prend quelque manière un peu plus soft, on va dire. Mais oui, je fais partie d'un courant de pensée, peut-être qu'on a tort, mais je fais partie d'un courant de pensée sur le plan international qui pensons que tous ces raisonnements qu'on a pu faire ce soir avec la ville globale et la ville monde amènent inéluctablement à des nouveaux centres populaires de régulation qui sont quelque part déstatifiés. Voilà, que même en appartenant à l'État-nation, ça a ouvert ce qu'on appelle, donc, on appelle ça les tunnels, on appelle les axes, on appelle les anneaux des liaisons. Et c'est vrai que le temps passant, vous prenez des villes du Pacifique, par exemple, donc entre elles, le Pacifique de l'Asie et le Pacifique de l'Amérique latine, il y a beaucoup plus de liens entre Lima et Tokyo qu'entre Lima et La Paz. Et pourtant, La Paz, elle est juste à côté. Sauf qu'ils vivent dans un état de guerre larvée qui est passé, mais qui n'a pas été oublié, parce que la Bolivie n'a plus accès à la mer. Et donc, du coup, ils travaillent plus avec Tokyo de l'autre côté qu'à côté. Et les économies, on le voit tous les jours. Et vous regardez la gouvernance péruvienne, la force de l'économie japonaise au Pérou. Voilà, Fujimori et autres, ça a changé un pays. Ça a changé un pays. Et c'est pas Evo Morales qui représente le courant, je dirais, traditionnaliste indien, c'est le courant japonais. Et vous le retrouvez également au Brésil. On pourra en parler là-dessus. Voilà. Merci. Une dernière question, vraiment. Non ? Tu voulais ? Donc aucune question. Non, mais on va... Je fais un commentaire alors. Je n'ai pas posé de questions. Moi, je voulais vous remercier parce que j'ai trouvé ça absolument passionnant et ça nous donnera sûrement l'occasion de faire un séminaire sur le thème de la ville. Voilà. Mais je trouve que ça interroge beaucoup en termes de système politique et d'adaptabilité du système politique à ces évolutions urbaines, parce que effectivement, comme vous le disiez avec l'exemple du Grand Paris, le nombre de personnes, de citoyens concernés par ce qui se passe dans une ville dépasse de beaucoup l'assiette électorale qui élit les élus de cette ville. Donc il y a un vrai sujet de réflexion.